Nicolas Duvalier, vous avez un nom difficile à porter. Assumez-vous d'être l'héritier de la dictature de Papadoc et de Babydoc? Bon, je suis le fils de Jean-Claude Duvalier, petit-fils de François Duvalier. Bon, ça, c'est mon hérédité, ça ne changera pas. Mais j'ai aussi ma personnalité. Il ne s'agit pas d'être comme mon grand-père ou comme mon père, mais je pense qu'il y a eu du bon chez les deux. L'histoire bégaye en Haïti. Les vieux démons sont de retour. Il y en a 2 ou 3 qui ont été décapités et leur tête apportée au Palais national. Duvalier voulait leur tête pour s'assurer que c'était bien vrai. Donc j'ai cette image d'un journal. Je reviens de l'école et je vois le journal sur la table. Ma mère avait oublié de le déplacer et puis je vois une main qui tient les cheveux et puis je vois que c'est une tête qu'on venait d'enlever. Numa et Douin, qui ont été capturés, Duvalier a dit qu'il les voulait vivants. Donc finalement, on les a exécutés devant le cimetière en présence des écoliers de la République. On a exigé que toutes les écoles, de la première année jusqu'au plus grand, a assisté à cette exécution. Et ce film de l'exécution, on l'a passé à la télévision tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une manière de terroriser la population, et c'était de jeunes, dans le début de la vingtaine. Duvalier a décidé de faire un show. Moi, j'avais combien? 7 ans, 8 ans. Et puis je vois, tout, on filme tout et puis on fait l'exécution des 2 types. Ceci m'a tellement marqué. Vous savez, quand un enfant est en bas âge, il n'a pas de discernement pour se protéger. J'ai gardé au fond de moi, toute ma jeunesse, la peur de la parole, la peur de parler de cette histoire que j'avais vécue, parce que tout autour de moi, c'était silence. On était enfermés, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas raconter ce qui se passait, donc on pouvait continuer à vivre, mais on devait faire vraiment très attention, surveiller ce qu'on disait. On n'avait pas le droit de se rencontrer, 3 groupes d'amis, 3 amis dans un coin de rue, ça pourrait mettre nos vies en danger. Mais ce que je garde aussi en souvenir, c'est la disparition de beaucoup d'amis de mes frères et sœurs, mes aînés. Moi, j'étais encore assez jeune, mais ma sœur Guylaine, ma sœur Rosemary, etc. Beaucoup de leurs amis ont fait les frais de cette dictature, ont gagné le maquis, ont été assassinés. Et on vivait dans l'angoisse au quotidien, dans cette peur qu'on ne vienne nous arrêter. Jean-Claude Duvalier m'a dit un jour « C'est tellement mieux avec les Républicains, je m'entends toujours mieux avec eux. » Et c'était vrai. L'administration républicaine s'entendait généralement mieux avec Duvalier. Leur attitude, c'était « Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un diable qu'on ne connaît pas. » Aux États-Unis, Carter n'est pas réélu. Il perd face à Ronald Reagan, un ancien acteur connu pour ses petits rôles de cow-boy. L'annonce des résultats se propage comme une traînée de poudre à Port-au-Prince. Je me rappelle très bien ce soir-là, on a dû rentrer tout de suite. Les macoutes ont envahi la rue et ils se sont mis à tirer en l'air en disant « Les droits de l'homme, c'est fini, les cow-boys sont revenus à la Maison-Blanche ». Avant même la prestation de serment de Ronald Reagan, Duvalier fonce. On dirait qu'il avait soif, qu'il avait faim de nous. Il détruit Haïti, il détruit la presse libre, il ferme les partis politiques, il arrête, il exile, il emprisonne. Catastrophe. 1963 est la date officielle de la fin du mandat de Duvalier. Donc, en avril 1963, les États-Unis commencent à lui mettre la pression. Et je lui dis, votre mandat va bientôt finir. Vous ne serez bientôt plus président d'Haïti. Vous devez partir. Duvalier ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il reste là. Duvalier fait la sourde oreille. Il s'accroche au pouvoir.
Et le hasard de l'histoire lui sourit encore. On raconte que quand Kennedy est assassiné à Dallas, en novembre 1963, Duvalier commande du champagne au Palais National. Duvalier ne buvait pas d'alcool, mais on m'a raconté qu'il avait bu ce soir-là, car c'était sans aucun doute une occasion pour lui de boire du champagne. À partir de 1963, il opère son virage totalement fasciste. François Duvalier se barricade dans son palais. Il mène une politique répressive et brutale pour accéder à la présidence à vie en 1964. Son palais de Port-au-Prince est une véritable forteresse. Toutes les armes et toutes les munitions du pays s'y trouvent concentrées sur son ordre. Les voici, les fameux tontons macoutes de Duvalier. Il s'agit d'une milice populaire qu'il a créée le lendemain de son accession au pouvoir. Elle se substitue à l'armée, à la police. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. I, Lyndon Baines Johnson, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of the Presidency of the United States. Lyndon Johnson arrive comme président, Duvalier, il va respirer, parce que pour Johnson, que nous importe, il ne faut pas secouer le bateau, parce qu'il va dans le bon sens pour nous. À partir du moment où il est anticommuniste, qu'il défend nos intérêts, il ne nous emmerde pas, qu'il dévore les Haïtiens, on s'en fiche. On a vraiment d'autres problèmes plus importants à gérer. Avec cette nouvelle administration, la décision est claire. On va vivre avec le régime de Duvalier. Ne nous causez pas d'ennuis et vous n'en aurez pas en retour. Dès qu'on disait qu'on était communiste, on était mort. Il y avait même une loi votée par le Parlement haïtien et prévoyant la peine de mort contre les communistes. Pas seulement les communistes, les libraires et ceux qui se disaient communistes par bavardage. C'est une loi absurde, absurde dans son contenu et dans un anticommunisme qui est vraiment primaire, pas seulement primaire, mais bête, je dirais. Les macoutes et les militaires passaient de maison en maison, dépouillaient les bibliothèques. Dès qu'on trouvait un livre, que ce soit Le Rouge et le Noir, ou bien le développement communautaire, tu avais des problèmes. Dès que tu aimais les livres, tu étais suspect. Tu es jeune, tu aimes les livres. Ah non. Il te disait, tu aimes lire. Aïe, aïe, aïe. Si tu aimes lire, c'est parce que tu as des tendances communistes. Ce sont les communistes qui aiment lire comme ça. Ce régime a fait fuir les cerveaux. On ne peut pas faire du développement économique sans cerveau. Hein. Aujourd'hui, 84% des Haïtiens qui ont au moins une licence vivent à l'étranger, qui ont une licence universitaire. Et ça a surtout pris une ampleur particulière sur Duvalier, où il fallait chasser les gens qui peuvent réfléchir. Donc il fallait chasser la science. Il y avait une guerre contre l'intelligence, il y avait une guerre contre la pensée. On garde les gens qui ne comprennent rien, on garde les gens qui sont aveugles, parce que c'est mieux, c'est plus facile pour nous de les manipuler, de les contrôler. Si vous avez les yeux ouverts, si vous comprenez, si vous êtes avisé, vous devez mourir, être emprisonné ou partir. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il régnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Le paradoxe chez cet homme,
vient du déphasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. Dans ma cellule, pendant les 8 mois que je suis passé là, j'avais comptabilisé 180 personnes qui sont mortes. 2 par jour, 3 par jour. Comme ça, le gouvernement ne pouvait pas dire qu'il maltraitait les gens parce qu'ils mouraient de leur mort naturelle. Il y avait eu des exécutions sommaires, mais ce n'était pas avec des balles. C'était surtout avec des cagoules qui mettaient dans la tête des gens. Ils sortaient dehors et puis ils leur donnaient un coup de bois dans la nuque. Et puis après ça, on allait vous jeter dans un trou plus bas dans le champ de tir. C'est là qu'on mettait les cadavres. Et des fois, pas profondément. Et les chiens, on pouvait entendre des chiens qui se disputaient les cadavres. Et quand on m'a transféré au pénitencier national, je suis passé à côté d'une vitre. J'ai continué. C'est quand je suis arrivé plus loin, je suis retourné me dire, si ça c'est moi. Je ne me suis pas reconnu moi-même personnellement dans la vitre. Parce que mes yeux étaient descendus là et la peau de mes fesses était arrivée jusque derrière mon genou. C'est-à-dire que, tu sais, les photos que tu voyais d'Achot, dans les questions de juifs qui avaient... C'est exactement ça. Les duvaliéristes se nourrissent du chaos d'aujourd'hui pour cultiver la nostalgie d'hier. Mais quel était le vrai visage de la dictature ? De 1957 à 1986, le nom des Duvalier, plus connus comme Papa Doc et Baby Doc, était synonyme de terreur. Au cœur de la guerre froide, qui divise le monde en 2 camps, l'affrontement Est-Ouest va donner naissance dans les Caraïbes à un régime monstrueux. Histoire et radiographie d'une dictature au service des Américains. En 1970, définitivement, François Duvalier apprend, après consultation de ses médecins français, qu'il n'a plus longtemps à vivre. Et à ce moment-là, il pense sérieusement à sa succession. Beaucoup de gens croient toujours que Jean-Claude Duvalier a été le choix de son père. C'est tout à fait faux. Son choix se porte sur un homme qu'il a servi pendant près de 14 ans comme ministre des Finances, de l'Économie, du Commerce, etc., M. Hervé Boyer. C'est lui que Duvalier avait choisi. Mais les Américains décident autrement. Les Américains disent non. C'est votre fils qui doit vous succéder. Parce qu'il faut assurer la pérennité du nom Duvalier qui terrorise et qui est un ciment à l'intérieur de tout le système du gouvernement. Jean-Claude a été le bébé des Américains. La mort de François Duvalier, bon, ça s'est passé, et disons comme une lettre à la poste, parce que le pouvoir était déjà transféré à son fils, Jean-Claude, avec l'assentiment des Américains. Donc, François Duvalier est mort, c'est comme en Angleterre, le roi est mort, vive le roi. À 19 ans, Jean-Claude devient donc le plus jeune chef d'État du monde. Autour de lui, les lieutenants de son père, la vieille garde, les dinosaures qui veillent au grain et à leurs intérêts. Baby Doc était un incapable. Son père était un dictateur brutal, féroce. Mais à sa manière, il était très compétent. Bien sûr que Baby Doc n'avait pas la même étoffe. Si je devais comparer le régime de mon grand-père et celui de mon père, bon, les choses étaient quand même très différentes lors de l'accession au pouvoir de mon père en 1971. Le contexte géopolitique lui-même ayant changé, on n'est plus, si vous voulez, dans cette période tumultueuse de la guerre froide, de ce grand moment d'affrontement entre les 2 blocs dans la région. La paix règne. La paix règne sous haute surveillance. Tonton Macoute et militaire bordent le nouveau bébé président.
L'ombre de Washington aussi plane sur le jeune dictateur. Lors d'une conversation avec l'un de ses conseillers, le président Nixon se lâche au téléphone de la Maison-Blanche. Did you realize there is not, of the 40 or 45, you're at the United Nations, black countries that are represented there, not one has a president or a prime minister who is there as a result of a contested elections. My God. There aren't any. Right, yeah. There aren't any. Yeah. Let's take Haiti. Haiti's right our neighbor here. I'm not saying that blacks cannot govern. I am saying they have a hell of a time running the place, but the Africans just can't run things. They're so kind and so nice, and they're children. Yeah. Children. Yeah. Huh? You know? And they always want something like children. Oh, God, yes, they want. Well, what can you do? I know, but what I meant is it's so childlike, the childlike faith. And, of course, a lot of them are crooks, but we have crooks, too. Les Américains, dès le début, avaient posé une condition. On peut garder la dictature, mais en faisant les choses autrement. Mais vous devez aussi présenter un nouveau visage. À cette condition-là, nous vous trouverons de l'argent, la coopération, et puis on va refaire les choses. Aidé par les Américains qui relaient la propagande du régime, Haïti rouvre ses portes aux étrangers. Quelques touristes font leur apparition, et surtout les industriels américains, qui ouvrent des ateliers de confection dans un pays où la main-d'œuvre est très bon marché. Le capitalisme s'accommode facilement de la dictature. C'est bon pour les affaires. Nous étions parmi les grands producteurs pour le rassemblage des maillots, des chemisettes, des sous-vêtements pour hommes et femmes. Nous étions le premier producteur de balles de baseball. Toute la production était une production pour l'exportation. U.S. Ambassador Clinton Knox tells about the change. You believe that Haiti is no longer a country of terror? I would say that very emphatically. It is no longer a country of terror. Because? Because they realize that the need, if there ever were a great need for the Tonton Macoute, had disappeared, and they no longer had any interest in them, and they also felt that it was necessary to begin to turn the country around in terms of its image. D'aucuns l'accusent de tout faire pour freiner le développement de ce pays qu'il connaît pourtant si bien. Son premier souci, disent-ils, c'est de garder le pouvoir, et c'est à quoi il travaille. Le reste n'est que verbalisme. Voici maintenant une nouvelle facette du personnage. Nous sommes sur un chantier qu'il est venu visiter. Aurait-il fait ce geste si notre caméra n'avait pas été là? Ce n'est pas la paye qu'il distribue, mais un cadeau royal. Un seul de ces billets représente le quart du revenu annuel moyen d'un Haïtien. Le reste de la liasse est jeté à la foule. François Duvalier va utiliser le conflit Est-Ouest en sa faveur. Papadoc était un joueur d'échecs. Il avait toujours plusieurs coups d'avance. Il y avait un seul focus, une seule motivation, qu'on garde le pouvoir. Nous pensions que c'était un dictateur cruel et brutal, mais compétent. Duvalier était un admirateur d'Hitler et de Mussolini. Les gens avaient peur du gouvernement et peur des tontons Macoute. Une terreur qui lui garantissait l'appropriation totale de l'espace politique. Le problème, c'était la survie, comment survivre. C'est ce qu'on a subi sous la dictature de Duvalier, père et fils. Les gens ont résisté et ont dit non, ce que le dictateur ne pouvait pas supporter. Le peuple, c'est moi et je suis le peuple. J'étais un de ses lieutenants. Je travaillais avec lui et nous combattions ensemble.
L'homme était d'apparence timide, très mesuré. On avait l'impression qu'il ne pouvait même pas écraser un œuf ou une fourmi. Le docteur François Duvalier, pour moi, était un humaniste. Les Américains, par l'armée, vont patronner, parrainer la présidence de François Duvalier. Ça a été un choix des Américains appliqué par les militaires. C'est l'armée qui a joué pour amener François Duvalier au pouvoir. Et c'est l'armée qui a truqué les élections pour que François Duvalier devienne président. Le petit médecin de campagne met la main sur le pouvoir. Mais va-t-il réussir à le garder? Des militaires qui lui sont hostiles tentent bientôt de le renverser par les armes. Henri Robert Sterlin, un des barons du duvalierisme, raconte cette nuit où tout a basculé. Le 29 juillet 1958, à 2h du matin, s'opère un coup de force aux casernes des Salines, qui est une garnison et un baraquement militaire qui est situé dans le dos du palais national. Par conséquent, François Duvalier est à deux doigts de perdre le pouvoir et pour se tirer de cette souricière, il appuie ce qui a un caractère quasi légendaire à l'époque sur le bouton de la sirène d'alarme et des foules de partisans sortent des banlieues de Port-au-Prince, ceinturent le palais national et les militaires fidèles à François Duvalier distribuent les armes à la population. Quand Duvalier est monté au pouvoir, il avait toujours une peur bleue de l'armée, de la structure de l'armée d'Haïti. Parce que l'armée d'Haïti a toujours été traditionnellement ce qui donnait et reprenait le pouvoir politique. Il devait mettre en face une autre force politique, une autre force militaire. Il a créé ce qu'on appelle les volontaires de la sécurité nationale, qui était le corps des Totomacoutes. Democracy is a word, is only a word. What you call democracy in your own country, another country can call that a dictatorship. Il faut souligner qu'il y a eu une résistance à Duvalier, parce que les gens ont résisté et ont dit non, ce que le dictateur ne pouvait pas supporter. Dans ces grands hôtels, la République dominicaine accueille volontiers les exilés haïtiens, par exemple le père Gérard Bicinte, chef du mouvement Jeune Haïti. Mais nous espérons, avec le mouvement que nous avons commencé, nous espérons entamer une action contre Duvalier. Quelle sorte d'action? Une action armée. Parce que c'est la seule action qui puisse arriver à renverser Duvalier. Une action pour un prêtre catholique envisager l'emploi de la force, une action armée, c'est un peu étonnant, non? Oui, le problème évidemment, c'est un peu étonnant et je dois vous avouer que j'ai mis beaucoup de temps à me résoudre, à prendre la responsabilité, ou plutôt la tête de cette affaire-là. Mais je crois que la situation est tellement grave actuellement et la situation est tellement exceptionnelle que je me suis dit qu'à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Le 5 août 1964, des opposants armés débarquent près de Jérémie, dans le département de la Grande-Anse, au sud d'Haïti. Les 13 de Jeunes Haïti, après leur débarquement en Haïti, opération qui a échoué, il y en avait qui étaient morts sur le champ de bataille et il y en avait qui avaient été faits prisonniers. Ceux-là qui avaient été faits prisonniers ont été ramenés à Port-au-Prince et ont été reçus au Palais national et ont été questionnés. Et après, on a décidé qu'ils seraient fusillés. Il y en a 2 ou 3 qui ont été décapités et leurs têtes
apportées au Palais national. Duvalier voulait leur tête pour s'assurer que c'était bien vrai. Donc, j'ai cette image d'un journal. Je reviens de l'école et je vois le journal sur la table. Ma mère avait oublié de le déplacer et puis je vois une main qui tient les cheveux et puis je vois que c'est une tête qu'on venait d'enlever. Numa et Douin, qui ont été capturés, Duvalier a dit qu'il les voulait vivants. Donc finalement, on les a exécutés devant le cimetière en présence des écoliers de la République. On a exigé que toutes les écoles, de la première année jusqu'au plus grand, a assisté à cette exécution. Et ce film de l'exécution, on l'a passé à la télévision tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une manière de terroriser la population, et c'était de jeunes, dans le début de la vingtaine. Duvalier a décidé de faire un show. Moi, j'avais combien? 7 ans, 8 ans. Et puis je vois tout, on filme tout et puis on fait l'exécution des deux types. Ceci m'a tellement marqué. Vous savez, quand un enfant est en bas âge, il n'a pas de discernement pour se protéger. Avez-vous rencontré, Monsieur le Président, avide des difficultés pour faire admettre vos conceptions? Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, le changement profond a opéré jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Dès que tu aimais les livres, tu étais suspect. Tu es jeune, tu aimes les livres. Ah non. Il te disait, ah, tu aimes lire. Aïe, aïe, aïe. Si tu aimes lire, c'est parce que tu as des tendances communistes. Ce sont les communistes qui aiment lire comme ça. Dès qu'on disait qu'on était communiste, on était mort. Il y avait même une loi votée par le Parlement haïtien et prévoyant la peine de mort contre les communistes. Pas seulement les communistes, les libraires et ceux qui se disaient communistes par bavardage. C'est une loi absurde, absurde dans son contenu et dans un anticommunisme qui est vraiment primaire, pas seulement primaire, mais bête, je dirais. Les macoutes et les militaires passaient de maison en maison, dépouillaient les bibliothèques, dès qu'on trouvait un livre, que ce soit Le Rouge et le Noir, ou bien le développement communautaire, ah, tu avais des problèmes. Ce régime a fait fuir les cerveaux. On ne peut pas faire du développement économique sans cerveau. Hein. Aujourd'hui, 84% des Haïtiens qui ont au moins une licence vivent à l'étranger, qui ont une licence universitaire. Et ça a surtout pris une ampleur particulière sur Duvalier, où il fallait chasser les gens qui peuvent réfléchir. Donc il fallait chasser la science. Il y avait une guerre contre l'intelligence, il y avait une guerre contre la pensée. On garde les gens qui ne comprennent rien, on garde les gens qui sont aveugles, parce que c'est mieux, c'est plus facile pour nous de les manipuler, de les contrôler. Si vous avez les yeux ouverts, si vous comprenez, si vous êtes avisé, vous devez mourir, être emprisonné ou partir. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il régnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Le paradoxe chez cet homme vient du déphasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. De Duvalier, père, pour moi, était moins dur que la dictature de Jean-Claude Duvalier. Parce que sous la dictature du père, tout le monde savait que c'était un tortionnaire. Tout le monde le savait, c'était connu parce qu'il a fait des massacres au début pour pouvoir s'installer en 1964 comme président à vie, qu'il avait épargné personne. Il n'avait pas épargné la bourgeoisie, il n'avait pas épargné la classe moyenne, il n'avait pas épargné le peuple. Quiconque s'y mettait,
il prenait ce qu'il veut, ce qui veut dire qu'il avait acquis cette réputation-là. Tout le monde savait déjà que Duvalier était un tortionnaire et un assassin. Tandis que Jean-Claude Duvalier lui-même, c'est le fils. Il est venu à 19 ans, soi-disant comme une sorte de huluberlu ou bien une sorte de retardé mental, tu vois, très jeune, etc. Et puis tout le monde voulait lui donner le bénéfice du doute. Mais pourtant, il a hérité de la même structure et de répression qui avait été bien rodée pendant 14 ans de Duvalier. Les Américains vont prendre en main maintenant directement l'armée. Ils vont ouvrir l'académie militaire, ils vont envoyer les jeunes officiers s'entraîner aux États-Unis, se former, ils vont créer le corps des léopards. Maintenant, ils contrôlent. Ils sont en contrôle. Il y avait des échanges en permanence entre l'armée américaine et l'armée haïtienne. De nombreux officiers partaient étudier à Fort Benning. On nous envoyait des instructeurs également. Donc, il y avait une coopération multidimensionnelle, à la fois sur le plan strictement militaire et sur le plan logistique également. Il a modernisé les forces armées. Moi-même, j'ai participé aussi à l'acquisition de certains matériels. Et je voyageais pour aller à Phoenix, Arizona, pour choisir les hélicoptères américains qu'ils voulaient bien nous passer. Tout était réellement comme du papier à musique, ça fonctionnait. Grâce à la générosité de l'aide militaire américaine, Jean-Claude Duvalier crée dès 1971 une nouvelle unité de choc lourdement armée, les Léopards. Baby Doc se déguise, s'amuse avec ses nouveaux jouets, et il signe avec ce nouveau bataillon le retour de l'armée aux affaires. Fort-la-Mort. J'ai fait près de mois aux casernes des Salines, parce que c'est le premier endroit quand vous êtes arrêté et vous êtes sous suspicion. Et puis finalement, il me dit, où est-ce que vous avez étudié? J'ai dit, j'ai étudié au Canada. Et puis lui de me dire, ok, d'accord, fermez-le. Parce que j'avais étudié au Canada, mais sans aucune preuve, sans rien du tout, simplement pour fermer ma gueule, tu comprends? J'ai été dans les cellules des casernes, au bas des casernes, et après un mois, on m'a transféré un soir pour m'amener au Fort Dimanche. Vous avez dit que vous êtes communiste, et il dit oui, mais vous savez que ça, nous, c'est la peine de mort. Le 3 janvier, la cellule s'est ouverte, on nous a embarqués Fort Dimanche. C'est là où on envoie les gens pour qu'ils pourrissent avant de mourir. Fort Dimanche, c'est une prison qui pourrait tenir entre 300 et 400 personnes. C'était 10 cellules, okay, qui étaient à l'intérieur d'un complexe militaro-macoute. Fort Dimanche est devenu vraiment le point central de sa répression. Si tu atterrissais là, c'est le verdict objectif pour vous, comme opposant à Duvalier, c'était la mort. Quand je suis arrivé à Fort Dimanche, dans ma tête, tout était foutu. C'était terminé. Et mon aventure sur Terre était finie, parce qu'on ne sort pas du Fort Dimanche. Imagine-toi une cellule de 3 mètres par 4 mètres. Tu as peut-être 40 personnes à l'intérieur. Et on était tout nus. On vous donne l'équivalent de 300 calories par jour. Je voyais des prisonniers qui, à la fin de leur vie, avaient perdu toute lucidité, avaient perdu leur esprit. Les militaires ont commis une erreur grave. Ils ont tué 3 jeunes. Mackenson Michel, Daniel Israël et un autre petit, là, 3. Des enfants qui étaient assis chez eux parce qu'il y avait un mouvement politique d'opposition dans la zone de Gonaïves, et puis ils ont été les 3 assassinés, 3 jeunes. Et puis maintenant, c'est comme ça que
le pays a été réellement bouleversé. Il y a eu cette affaire d'assassinat des 3 jeunes au lycée de Gonaïves et ça a donné lieu à une effervescence à travers tout le pays. Donc les Américains ont trouvé que c'était la goutte d'eau de trop. Et je dois dire que cette affaire était encore une manipulation étrangère. Ouais. J'ai eu à instruire, à assurer la défense d'un des officiers qui était au Gonaïves. Et c'est en démontrant devant le tribunal que le crime n'a pas été commis par des Haïtiens. Mais vous savez, dans un moment d'effervescence, il faut un changement, on provoque un événement, et l'événement devient l'événement majeur qui va être le tournant, le point de décision. La mort des enfants n'avait absolument rien à voir avec les troupes haïtiennes qui étaient sur le terrain. Et là, je suis clair et formel là-dessus. Ouais. Mais vous ne démentez pas que ça puisse être la CIA. Ah voilà, vous voulez me faire dire vraiment ce que je vous ai dit que je ne vous dirai pas. Mais il y avait des étrangers. C'était une manipulation. C'était une opération pour amener à la décision finale, la justification. La situation en Haïti devenait de plus en plus chaude, de plus en plus inquiétante. Il y avait des démonstrations, des manifestations contre Baby Doc, ce qu'on n'avait jamais vu sous son père. Donc, un jour, un représentant de Baby Doc vient me voir et il me demande « Qu'est-ce que vous, les Américains, vous voulez ?» Alors je lui ai répondu « On veut qu'il parte. » C'est ainsi que nous avons été reçus au State Department, ici, à Washington, pour solliciter que l'on mette un avion à la disposition de Jean-Claude Duvalier. Le jour convenu, nous avons envoyé un avion militaire. Nous avions discuté en amont avec la France et on leur avait dit « Écoutez, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, on va vous l'amener en France, d'accord? On le dépose chez vous. On lui trouve un endroit où rester quelque temps. Et après, on travaillera tous ensemble pour lui trouver une destination définitive. OK? Mais bien sûr, une fois qu'on l'a déposé sans accroc en France, c'est devenu un problème français. La difficulté majeure, c'est que c'était un gouvernement socialiste qui était au pouvoir en France. C'est pas une mince affaire que de négocier avec François Mitterrand. Il est parti calmement, hein. Il est descendu. Tout d'abord, il a fallu établir un stratagème pour qu'il puisse laisser le